Et si la mine d'or la plus précieuse pour bâtir la ville écologique de demain, c'était en fait une friche industrielle lourdement polluée et abandonnée? Ah ouais, c'est clair que dit comme ça, c'est une idée complètement contre-intuitive. Totalement. Parce que d'habitude, quand on pense au développement immobilier, le réflexe, c'est d'appliquer le modèle de la page blanche, tu sais. Ouais, on rase un terrain, on fait place nette. Exactement. On fait venir des convois de camions remplis de matériaux flambant neufs qui ont souvent traversé des océans et on monte une tour le plus vite possible. C'est ce modèle linéaire, en fait, celui qu'on pourrait résumer par extraire, bâtir, jeter. Ça a vraiment dominé le dernier siècle. C'est rassurant pour les banques, j'imagine. Ah, complètement. C'est un processus hyper standardisé, la logistique est prévisible et on ne se pose aucune question sur l'histoire matérielle du site. Ouais. Le problème, c'est que cette approche se heurte aujourd'hui de plein fouet aux limites physiques de notre environnement. Et c'est très exactement ce qui nous amène à notre exploration détaillée d'aujourd'hui. On va plonger au cœur du projet Terra Nostra, qui est situé dans l'arrondissement d'Aunsick-Cartierville, à Montréal. Un projet super ambitieux, oui. Vraiment. Et notre mission avec cette analyse, c'est de comprendre comment une seule initiative immobilière tente, en ce moment même, de s'attaquer de front à deux crises monumentales. La crise du logement et l'urgence climatique. C'est ça, des crises qui semblent parfois totalement irréconciliables. Et pour ça, on se base sur des publications et des analyses issues de wikiresidence.ca et infodrone.ca. Des sources vraiment riches en détails techniques d'ailleurs, hein. Ouais, vraiment. Mais avant de plonger dans les rouages du projet, il faut qu'on soit très clair. En épluchant ces sources, notre but n'est absolument pas de débattre de la politique des subventions au logement Oui, se lancer dans une guerre idéologique gauche-droite sur le rôle de l'État. Voilà, exactement. L'idée est plutôt d'agir comme un appareil à rayon X. On va regarder objectivement la mécanique financière, logistique et architecturale pour comprendre les données. Bon, décortiquons tout ça. Comment une ancienne friche devient un laboratoire vivant? En fait, l'approche de Terra Nostra s'appuie sur ce que les urbanistes appellent l'urbanisme circulaire, ou l'approche régénérative. D'accord. Plutôt que de voir une usine désaffectée comme une verrue urbaine qu'il faut effacer à coups de dynamite, on la considère comme une banque de matériaux à ciel ouvert. Oh, j'aime bien l'expression, une banque de matériaux. Ouais, c'est ça. Le changement de paradigme est total. Le déchet n'est plus un résidu en fin de vie, il devient la ressource initiale du nouveau cycle. J'aime beaucoup visualiser les concepts et en lisant les sources sur cette fameuse déconstruction sélective, il y a une image qui m'est venue en tête. Vas-y, je t'écoute. C'est la différence entre, disons, faire fondre un immense château de blocs Lego pour en faire un vulgaire cube de plastique massif qu'on va enfouir sous terre, D'accord. contre prendre le temps de démonter le château avec soin, pièce par pièce, et utiliser ces exacts mêmes blocs pour construire un vaisseau spatial flambant neuf. Oh, c'est une excellente analogie. Ça illustre parfaitement le mécanisme. Ce qui est fascinant ici, c'est comment la contrainte environnementale a été transformée en opportunité architecturale. C'est-à-dire, Dans une démolition classique, on mélange la brique, le bois, l'acier avec des pelles mécaniques. Tout devient contaminé et finit au dépotoir. un gros tas de gravats. C'est ça. Alors qu'avec la déconstruction sélective, on procède à un inventaire minutieux avant même de donner le premier coup de marteau. On identifie les poutres d'acier réutilisables, les briques qui peuvent être nettoyées, le bois qui peut être transformé. Et le but ultime de faire tout ça, c'est quoi? L'objectif premier est mathématique en fait. C'est de faire chuter drastiquement l'empreinte carbone liée au transport. Si ta brique est déjà sur place, T'as pas besoin de la faire venir d'ailleurs. exactement. Tu n'as pas besoin de faire rouler 30 camions lourds pour évacuer les gravats, ni 30 autres camions pour amener de la nouvelle brique depuis une carrière lointaine. D'accord, je comprends le principe, mais je dois me faire l'avocat du diable un instant. Vas-y. Démonter brique par brique. Ça sonne merveilleusement bien sur papier, mais sur un vrai chantier urbain. C'est un autre défi, oui. Trier du vieux bois, vérifier s'il n'y a pas d'amiante, stocker des centaines de palettes sur un terrain exigu pendant qu'on doit simultanément creuser de nouvelles fondations, c'est un cauchemar logistique, non? Ah, c'est le véritable nerf de la guerre. Et les documents le soulignent bien, cette friction-là. La déconstruction demande un séquençage digne d'une opération militaire. J'imagine. Il y a un risque de découverte et de matières dangereuses, bien sûr, et le stockage sur le site, c'est un vrai casse-tête géométrique. Mais c'est là qu'intervient le concept de densification intelligente. Ok, explique-moi ça. En acceptant cette complexité logistique pour bâtir sur une friche existante en pleine ville, le projet évite le pire des scénarios environnementaux, c'est-à-dire l'étalement urbain.
Ah donc on ne va pas raser des fourrés ou des terres agricoles en banlieue. Exactement. On se branche directement sur un tissu urbain existant avec les infrastructures qui sont déjà là. Ce qui nous amène inévitablement à la question de l'argent. Parce que jongler avec des défis logistiques pareils, ça coûte une fortune. C'est clair. L'idéalisme a un prix. Les documents évaluent le budget total du projet Terra Nostra à environ 115 millions de dollars. Ouais, c'est un chiffre massif. On n'est pas du tout dans le petit projet pilote expérimental, là. C'est un chantier colossal. Comment on finance un monstre pareil? Pour porter 115 millions de dollars en sortant des sentiers battus, il faut une structure différente de celle d'un développeur privé classique, tu sais, celui qui cherche un retour sur investissement rapide. Ouais, le profit avant tout. Voilà. Ici, le promoteur principal, c'est Habitation Transat. C'est un organisme à but non lucratif, un OBNL, qui est spécialisé dans l'habitation abordable. D'accord. Et il travaille en coalition avec la ville de Montréal, l'arrondissement et des architectes comme ceux de Reissa et de la Bossière, qui ont vraiment une longue feuille de route en architecture sociale. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que même une excellente équipe ne fait pas apparaître 115 millions par magie. Ah ça, non. Les sources parlent d'un montage financier super complexe, une espèce de mosaïque d'acronymes, le PHR, la SHQ, la SCHL. Concrètement, comment ces pièces s'emboîtent-elles? Et surtout, comment la déconstruction peut être un outil financier? Ça prend plus de temps, non? Ouais, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une pile de capital, ou un capital stack. Une banque traditionnelle ne prêtera jamais une somme pareille à un OBNL sans une mise de fonds massive. Et c'est là qu'interviennent les fameux acronymes. Tout passait, les subventions entrent en jeu. Les sources mentionnent 50 à 60 millions de dollars issus de programmes publics comme le PHR, soutenus par la ville et la province. C'est presque la moitié du budget. Ouais, et cette subvention agit comme le socle de l'édifice financier. Une fois que ce capital est garanti, le profil de risque du projet chute drastiquement pour les banques. Ah, je vois. Ça permet de débloquer la deuxième étape, donc des prêts à des taux d'intérêt très préférentiels, souvent garantis par la SCHL au niveau fédéral. Donc, la subvention n'est pas juste un chèque en blanc, c'est vraiment le levier de confiance qui ouvre les portes du crédit. Exactement. Mais il y a un autre chiffre qui me laisse perplexe dans les sources. On y lit que la réutilisation des matériaux permet de viser une réduction de 12% des coûts de gestion des déchets. Ouais, par rapport à une démolition classique. Mais sachant que la main-d'œuvre humaine coûte extrêmement cher, comment payer des dizaines d'ouvriers à trier de la brique peut générer une économie de 12%? L'intuition nous trompe souvent sur ce point. Si le salaire horaire d'une équipe de déconstruction est élevé, il faut regarder l'autre côté de la balance. L'enfouissement. Voilà. Envoyer des dizaines de milliers de tonnes de gravats dans un site d'enfouissement, au poids, ça coûte des fortunes en taxes. Mais ouais. Sans parler de la location des bennes et des rotations de camions. Ah ouais, c'est vrai qu'on oublie ce coup-là. La réduction de 12%, elle vient de l'évitement total de ces pénalités environnementales. Et l'économie financière va même bien au-delà des limites du chantier. C'est-à-dire, L'impact macroéconomique sur la ville. précisément. L'ingénierie financière de Terra Nostra intègre les coûts évités pour les contribuables. Ah, En construisant 323 logements sur un site qui est déjà branché au réseau de la ville, on évite à la municipalité de dépenser des dizaines de millions pour asphalter de nouvelles routes en banlieue ou tirer de nouveaux aqueducs. donc le budget de 115 millions achète des murs, oui, mais il génère aussi d'immenses économies d'infrastructures invisibles. C'est exactement ça. Mais toute cette belle ingénierie ne sert à rien si le projet ne sort pas de terre rapidement. La crise du logement, elle, n'attend pas. Non, elle s'accélère. Ce qui pose la question de l'échéancier. Selon les documents, la conception et la fameuse déconstruction ont eu lieu entre 2023 et 2024, et les fondations ont été coulées à l'hiver 2025. Et là, nous sommes actuellement en 2026. C'est ça, on est en plein dedans. Ça signifie que l'équipe est en plein campéracos de fermeture de l'enveloppe du bâtiment et de l'aménagement des systèmes intérieurs. Pour une livraison l'année prochaine, en 2027. Oui. Et si on relie cela à la vue d'ensemble, pendant qu'on ferme cette enveloppe en 2026, il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ces murs en matière de résilience écologique. Justement, l'objectif affiché, c'est d'atteindre une performance énergétique 25% supérieure aux exigences du Code du bâtiment. C'est énorme. Les sources parlent de géothermie et de thermopompes centralisées. Mécaniquement, comment ça fonctionne pour un complexe de plus de 300 logements? Au lieu d'avoir des centaines de petites plaintes électriques ou des petits climatiseurs individuels qui tirent un maximum de puissance sur le réseau, le système puise dans le sol. Ok. En forêt, des puits géothermiques très profonds. À cette profondeur, la température de la Terre est stable toute l'année.
Donc, en hiver, on fait quoi? Le système extrait cette chaleur souterraine pour réchauffer le fluide qui circule dans le bâtiment. Et en été, le processus s'inverse. On rejette la chaleur dans le sol. Exactement. On extrait la chaleur étouffante des appartements pour la stocker dans le sol. En centralisant tout ça, on divise drastiquement la consommation d'énergie. Ce qui a un impact direct sur le portefeuille des locataires, j'imagine. Leurs factures vont s'effondrer. Absolument. C'est un bouclier contre la précarité énergétique. Il y a aussi la question de la gestion de l'eau. Le projet prévoit une réduction de 30% du ruissellement urbain. Comment un bâtiment fait ça? En transformant son architecture en éponge. Une éponge? Ouais. À Montréal, lors de pluies diluviennes, l'eau tombe sur l'asphalte et s'engouffre direct dans les égouts. Le réseau sature et ça provoque des refoulements toxiques. Ouais, on connaît bien le problème des sous-sols inondés. Voilà. Terra Nostra utilise des toitures végétalisées et des jardins de pluie. Ces surfaces absorbent l'eau, la retiennent dans la terre et les racines et ne la relâchent que très lentement, des heures après la tempête. Et à long terme, ces choix de conception durable promettent une réduction de 20% des coûts de maintenance futurs. Sur la durée de vie d'un tel bâtiment, ça représente des millions qui restent dans les coffres de l'OBNL. C'est ça. La haute efficacité protège les résidents et la durabilité des matériaux protège le gestionnaire contre l'explosion des coûts d'entretien. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? On a cette forteresse hyper efficace, avec des matériaux recyclés, qui gèrent sa propre énergie. Mais qui va réellement vivre entre ces murs? C'est la dimension humaine qui donne tout son sens au projet. On parle d'environ 850 nouveaux résidents. Et ce chiffre n'a pas été réparti au hasard. Les concepteurs ont utilisé l'architecture pour faire de l'ingénierie sociale, en fait. Comment ça? Le but, c'est de recréer une mixité sociale qui disparaît des centres-villes. Près de 40% des unités ont 3 chambres ou plus. Ah, ça c'est fondamental à Montréal. Le manque de grands logements pousse les familles vers les banlieues. Exactement. Et à l'autre extrémité du spectre, il y a de nombreux studios et des 3,5 pensés spécifiquement pour les personnes seules et les aînés. C'est brillant pour le maintien à domicile. Ça permet aux personnes âgées de vieillir dans leur quartier. Oui, tout en libérant peut-être de grandes maisons unifamiliales pour d'autres familles. Et l'aspect le plus percutant, ça reste l'abordabilité. Les fameux loyers à 80% du prix du marché. C'est ça, mais ça va plus loin. Une portion significative des logements sera réservée à des ménages admissibles supplément au loyer. Pour eux, la facture ne dépassera jamais 25% de leurs revenus. C'est le pare-feu ultime contre la gentrification radicale. On verrouille l'abordabilité sur le long terme. Mais au-delà du loyer, comment le bâtiment lui-même influence le quotidien des gens? Cela soulève une question importante, celle de l'isolement social. C'est une maladie silencieuse dans les grandes tours. Ouais. L'architecture de Terra Nostra tente de forcer, de manière bienveillante, des interactions accidentelles. Des zones de friction sociale positive. Exactement. Des vastes espaces communs, une cour intérieure sécurisée, des toits verts dédiés à l'agriculture urbaine. Quand tu vas jardiner sur le toit, tu croises tes voisins. On recrée un village, en somme. Et 100% des logements sont visitables sans seuil contraignant pour inclure les personnes à mobilité réduite. L'antithèse du long corridor sombre d'hôtel, quoi. Et on ne peut pas passer sous silence l'onde de choc économique sur l'arrondissement. Un village de 850 personnes qui s'installent, ça bouleverse l'économie locale. Oui, pendant la construction, on parle de 450 emplois, mais la vraie statistique fascinante, c'est l'impact après la livraison. Ouais, les documents projettent une injection de 3,5 millions de dollars par an directement dans les commerces de la rue Fleury. C'est l'effet multiplicateur du logement abordable. Lorsqu'une famille ne consacre pas 60% de son budget à se loger, elle garde un pouvoir d'achat. Cet argent est dépensé à l'épicerie du coin, au resto. Et ça rapproche aussi les travailleurs essentiels de leur emploi. Des infirmières, des enseignants qui travaillent dans le quartier peuvent enfin s'y loger. Ce qui réduit la congestion automobile et améliore radicalement leur qualité de vie. En rassemblant toutes ces données, l'analyse de Terra Nostra prouve que la rentabilité sociale, la rigueur écologique et l'efficience budgétaire globale, ça ne s'annule pas mutuellement. Le concept de densification douce prend tout son sens ici. Ce n'est pas juste un slogan abstrait. C'est un modèle tangible. Oui. Bâtir sur les vestiges d'hier, dépolluer une friche, recycler la matière sans sacrifier l'abordabilité, c'est un modèle qui est totalement réplicable. Ce qui laisse quiconque s'intéresse à l'urbanisme sur une réflexion assez vertigineuse pour clore cette analyse. Laquelle ?
Eh bien, si un projet de cette ampleur parvient à démontrer qu'il est financièrement et socialement plus rentable de déconstruire avec précision, de recycler nos ruines industrielles, cela signifie-t-il que l'industrie immobilière traditionnelle, celle de la table rase et de l'étalement perpétuel, est secrètement un modèle d'affaires en voie d'extinction? C'est une excellente question. La ville du futur sera-t-elle finalement exclusivement construite avec les déchets de la ville d'hier? Voilà de quoi faire réfléchir l'industrie pour les décennies à venir.